Dans le poisson de fond, il reste à peu près que le flétan. On a fermé la morue, fermé le hareng, fermé le maquereau, fermé les plis. Il ne reste plus rien. Ça fait beaucoup mal parce qu'on a eu, du plaisir, on a eu plein d'aventures. Puis c'est pas le côté monétaire, c'est le côté Ghislain, c'est pas du sang qui coule dans ses veines, c'est de l'eau salée. Puis là, cette année, avec 12-15 sorties en mer, non, c'est pas bon pour un gars comme lui. Ça a été dur parce que c'est 9-10 semaines de travail de moins encore. De 2021 à 2023, j'ai perdu comme... je pêchais 22, 23, 24 semaines sur l'eau dans toute l'année. Puis j'ai été réduit à 10 jours de pêche cette année. Fait que c'est pas viable. À un moment donné, j'ai comme lâché prise. J'ai décidé d'arrêter d'avoir mal à l'estomac avec ça. Veux pas, c'est ton métier, c'est ton bateau. Il y a beaucoup de souvenirs sur ce bateau ici. Bien, à un moment donné, c'est impossible de continuer de même. Il va me rendre malade à vouloir continuer. Ça fait que j'ai mieux laisser à quelqu'un d'autre le soin de reprendre partie. Que dans une année typique, on aurait entre 150 et 200 traits de chalut à travers le sud du Golfe. Puis ça nous permet d'année après année d'aller voir quel est notre taux de capture. C'est réellement la base de l'analyse de ce type de relevé-là. C'est combien de poissons ou quelle quantité de poissons on va capturer sur un trait de chalut standardisé de 30 minutes, disons. On émet un avis scientifique et aussi, habituellement, nos cadres de référence nous demandent de faire des projections. Donc, on va nous dire quelles seraient les projections selon un scénario où il n'y aura pas de pêche, où il va y avoir une pêche de 500 tonnes ou une pêche de 1000 tonnes. C'est des chiffres subjectifs là, que je vous donne là. Mais à partir de l'évaluation, on a aussi une composante qui serait une projection pour faire une évaluation des différentes options de gestion. Donc, c'est ça qu'on donne aux clients. Ce serait une évaluation de l'état du stock, puis aussi une idée de ce que les différentes options de gestion feraient dans une projection. Où est-ce qu'on serait dans 5 ans, par exemple? L'avis scientifique est émis, la décision est vraiment pas... c'est vraiment pas les sciences qui prennent les décisions. Qui prend la décision? La décision, ultimement, c'est le ou la ministre des Pêches et Océans qui prend la décision. Le ministre va recevoir un document qui lui donne, qui donne les différentes options, mais ultimement, c'est le ministre qui prend la décision. Herring in the southern Gulf of St. Lawrence is made up of two stocks, two genetically distinct stocks, spring spawning herring and fall spawning herring. So spring spawning herring have been, according to the most recent stock assessment, have been below the limit reference point, which places them in the critical zone of the precautionary approach since 2002. So they've been stable at low levels since about 2002. On the other hand, with fall spawning herring, they've been in decline for about the past decade, and they've been in the cautious zone of the precautionary approach, so just above the limit reference point, but below the upper stock reference point since 2017. Ça fait qu'aujourd'hui, on se ramasse avec des moratoires, des stocks. Les stocks sont en difficulté, mais de là à toutes les arrêter complètement. Puis les gestionnaires comme tels, j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas c'est quoi la pêche. Mackerel, according to the last stock assessment, in 2021 and 2022, it's at the lowest estimated spine stock biomass that we've observed over the time series. And it's been below the limit reference point
and so therefore in the critical zone of the precautionary approach since about 2011. Mackerel are highly migratory, so they're not spending all their time in Canadian waters. So this northern contingent of Atlantic mackerel, which we see in the Gulf of St. Lawrence, doesn't spend all year in the Gulf of St. Lawrence. They actually spend a portion of time in United States waters, so several factors have been shown to be impacting Atlantic mackerel, some of which are predation, environmental conditions, and recruitment, essentially. Mackerel, like herring, are these small pelagic species which are prone to what we call boom and bust cycles. So they can go to very low biomasses, but they can also increase and decrease again. So we have to wait and see how ecosystem conditions, among other things, impact mackerel and if they are able to recover. Aujourd'hui, je suis rendu à mon 6e moratoire. On a quand même eu 3 moratoires sur la morue. Ensuite, en 2022, il y a eu l'annonce du printemps sur le hareng, le maquereau. On a acheté nos permis le matin, puis l'après-midi, il y avait un moratoire. Tu sais, c'était comme spécial comme annonce. Puis on n'a pas vraiment été avertis. Et ensuite, en 2023, après beaucoup de travail dans les filets pour mettre ça en ordre, puis puisqu'on avait augmenté de 30 les captures avec un effort à peu près semblable dans le printemps, l'avis scientifique était quand même positif. Malgré tout ça, on a eu un autre moratoire, le dernier moratoire, quand même très sérieux pour moi. Lequel? Celui-là de la plie rouge. La plie rouge, j'aimerais ça la mettre dans le contexte. C'est un assemblage de plies côtières, donc la limande à queue jaune, la plie rouge et le turbo des sables. Si vous parlez avec des pêcheurs qui pêchent pour ces espèces-là, c'est des espèces qu'on attrape ensemble. Puis dans le cas de la plie rouge et la limande à queue jaune, on serait encore là dans 2 espèces qui, aux dernières évaluations, ont été estimées elles aussi à l'état critique. Donc, c'est-à-dire que l'état des stocks est en bas du point de référence limite qui détermine la transition entre la zone critique et la zone de précaution. Quand les sciences te dit qu'il y ait de la pêche ou pas de pêche, ça ne change rien. Ils nous disent aussi qu'ils ont trouvé deux endroits où ils ont trouvé un peu de plie rouge qui était quand même significatif. Puis ils nous disent aussi que s'il n'y a pas de pêcheurs sur l'eau, il n'y a plus de référence. Puis le ministère trouve le moyen de fermer tout ça. Fait que on ne comprend plus rien, là. On est en train de finaliser l'évaluation pour la plie rouge, une mise à jour pour notre évaluation de la plie rouge. Il y a des endroits où on observe un certain rétablissement de plie rouge, mais c'est très localisé. Donc, un petit peu d'optimisme sur certaines portions des plis côtières. Qui sont les prédateurs de ces espèces-là? Les écosystèmes marins sont complexes, donc on pourrait faire une liste de prédateurs. Ça va aussi dépendre du niveau ontogénique, c'est-à-dire est-ce qu'on parle d'un petit poisson qui vient de naître dans sa première année ou un adulte. Donc, dans le cas des espèces que vous avez nommées, des petites plies côtières, bien, de la morue va en manger, du phoque gris va en manger. S'il y a du flétan atlantique va aussi être un prédateur. Donc, il y a vraiment beaucoup d'interactions entre ces espèces-là. Puis, à un certain niveau, les adultes et les juvéniles vont probablement être susceptibles à de la prédation par différents prédateurs. Mais il y a une suite de prédateurs là, qui vont être en cause, dont le phoque gris, entre autres. Le loup-marin, c'est bien vu, puis il y a trop d'animalistes autour des gouvernements. Trop de monde qui s'occupe beaucoup plus des phoques que du reste. Ça fait que tu peux pas rien faire avec ça.
comme ça. Je pense qu'il n'y a aucun doute que le cheptel de phoque gris dans le golfe du Saint-Laurent a connu une croissance très grande dans les 20 dernières années. Puis en conjonction avec les effets peut-être de surpêche sur certaines de ces espèces-là, là, on a comme deux prises d'un coup. Donc, il y a des situations où est-ce que les rétablissements n'ont pas lieu, oui, à cause d'une prédation élevée, mais aussi parce qu'on a commencé à un niveau qui était très bas. Je pense qu'il y a des fois que c'est oserait dire que c'est un manque de respect des pêcheurs pour faire ce qu'ils font là. C'est vraiment la grosse distinction là, entre les données indépendantes pour les pêches puis les données qui sont récoltées par les pêcheurs. C'est pas des données qui sont mutuellement exclusives, les deux existent, puis c'est des données qui sont complémentaires en réalité. Dans les évaluations, on prend compte des deux, mais celle qui nous donnerait ce qu'on pense qui est une donnée qui est moins biaisée, ça va être les données qui sont indépendantes des pêches qui sont obtenues par les relevés. Les décisions ont été prises de façon politique depuis bien des années, puis avec des émotions. Tu sais, ça donne pas grand-chose. Il faut être rationnel quand on prend des décisions, mais il faut être vraiment rationnel. J'avais prévu quand même de faire une dizaine d'années de plus avec ce que j'avais, tranquille. Tu sais, toute l'expérience que tu as sur l'eau, tu as un suivi aussi de... Tu sais, on a passé 25 ans là-dedans, on a un suivi régulier depuis 25 ans dans cette pêcherie-là. On avait des contacts, des travaux et des contacts avec les scientifiques à ce niveau-là, qu'on était à peu près... on était la seule référence qu'ils avaient au niveau de la plie rouge. Quand tu dis du jour au lendemain, on coupe ça, on me tue, mais on tue la science aussi, parce que le contact que tu as avec eux autres, c'est autant sur la grosseur des poissons, la quantité, les déplacements, tout était là, tu sais. Les captures qu'on avait avec les plis rouges, les captures autres, tout était là. Puis là, du jour au lendemain, on coupe, c'est comme, oui, il ne te reste plus de temps sur l'eau. Je pense que la tradition des pêcheurs de poissons de fond est perdue, en mon sens, parce que c'était les gens qui passaient beaucoup de temps sur l'eau et qui touchaient à peu près à tout. Puis on dirait qu'on les a exterminés un après l'autre. Là. Tout ça là, qu'on parlait pour que ça marche, ben on les a exterminés. Ils sont tous rendus chez eux, ils sont écœurés, il n'y a plus rien qui fonctionne. Il n'y a plus personne dans les réunions, ça fait que ça veut tout dire. En Europe, même les pays scandinaves et partout, les gens vont à la pêche, les pêcheurs, ils sont comme bien considérés. Il y a aussi que, comme j'étais un peu dans les années avant le dernier moratoire sur la morue, où tu vas à la pêche, tu récupères tout. Il n'y a pas de rejet en mer. L'Europe, aujourd'hui, il n'y a pas de rejet en mer. Si tu prends un poisson qui a le moindre risque d'être perdu, gaspillé, tu l'amènes à terre, tu trouves preneur. Tu trouves une façon de dispenser de ce poisson-là, de ne pas le gaspiller. Ici, c'est tout le contraire. Je me suis dirigé dans cette carrière-là en grande partie parce que j'avais vraiment été touché par la fermeture de la pêche pour la morue à Terre-Neuve. C'est une des choses qui m'avait vraiment intéressé, c'était d'étudier les sciences halieutiques, puis gagner des connaissances, puis travailler dans ce domaine-là. C'est jamais le fun de faire des constats qui sont négatifs. On est humains, nous autres aussi. J'ai complètement conscience des impacts socio-économiques que les fermetures peuvent avoir. La main nous a tout le temps attirés. La pêche, ça a été la main, ça a été la liberté, la curiosité, l'apprentissage au niveau de
de toute la science autour de ça, l'écologie. C'est 50 ans d'expérience là-dedans. Puis c'est comme se faire flusher. On tire le bouchon, puis on passe dans le trou, puis c'est fini. C'est comme toute l'expérience, tu mets ça de côté, il n'y a plus personne à qui ça va servir. C'est difficile, cette partie-là, parce que on a passé notre vie là-dedans. Je lâche pas la pêche. C'est la pêche qui me lâche, c'est la gestion qui me lâche. La lumière au bout du tunnel, je pense que la manière de regarder ça, pour garder un peu d'optimisme, c'est qu'il y a quand même des pêches qui sont très santé, qui sont en santé dans le golfe. Donc, ça reste que le crabe des neiges, le homard, ça va bien, le sébaste, c'est quelque chose qui va bien, le flétan atlantique, et ainsi de suite. Donc, je pense que la lumière au bout du tunnel, j'aimerais que les conditions changent pour avoir un rétablissement. Mais en réalité, je pense que c'est vraiment de s'adapter, de nous aussi être dynamique, de réaliser que c'est un système marin est dynamique et fluctue, puis d'être capable de faire avec, d'être capable d'aller cibler ce qu'on peut, puis aussi de faire ce qu'on peut pour promouvoir le rétablissement. Ben, tu sais, il y a le homard et le crabe, en espérant que ces deux espèces-là tombent pas, parce que sinon, c'est la catastrophe, là. Puis j'espère que les autres espèces vont être plus... Je dirais ça... que les espèces vont se remonter, qui vont être plus forts que ce que c'est que les gens qui gèrent, là. On va s'en apercevoir que du stock est plus résistant.